Vous allez écouter Social Calling. Mais juste avant, je voulais remercier Arkea qui sponsorise ce programme. C'est une banque pas comme les autres, qui mise sur les entrepreneurs précurseurs dans le domaine social et environnemental. Une banque connectée, qui soutient l'innovation et qui n'a pas peur d'être à l'avant-garde en répondant aux aspirations de la génération Social Calling. En bref, vous l'avez compris, Arkea soutient les millennials qui veulent entreprendre et s'engager pour construire leur avenir et le monde de demain. Alors ne l'oubliez pas, si vous écoutez ce podcast, c'est aussi grâce à l'audace d'Arkea. Il fallait que je change de voie, que j'aille où on a besoin de moi. Social Calling, Gaël, épisode 10. Ces gens qui se noient, ces gens-là me ressemblent. Ils ressemblent à mes enfants et on se projette à ce moment-là. Il est entré dans l'œil du cyclone, au sens propre comme figuré. Gaël avait 9 ans quand l'ouragan Hugo a emporté le toit de sa maison, en Guadeloupe, là où il a grandi entouré de ses sœurs et de son père pasteur. À la maison, la prière était de rigueur et les règles strictes. Des règles que Gaël a appris à contourner pour redonner foi à sa liberté. Il est devenu hacker pour ouvrir une porte vers l'extérieur. 30 ans plus tard, toujours armé de son ordinateur, ce jeune père répare les injustices du système. De l'Aquarius à la création de son association AND, pour Hackers Against Natural Disasters, Gaël sillonne la carte du monde. Il sauve des vies meurtries par la guerre et autres catastrophes naturelles. Je préfère vous prévenir, vous allez entendre une histoire mystique qui pourrait se résumer à cette question. Et toi, qu'as-tu fait pour ton prochain ? Je suis bien lancé là, je suis encore sous caféine, donc tout va bien. C'est parti. Je suis né en Guadeloupe, d'une famille heureuse, mais dans un environnement religieux particulier, strict. Mon père est pasteur, donc c'est une éducation où j'étais pas un enfant comme les autres, j'étais censé devenir pasteur à mon tour, donc mon père m'a élevé aussi dans la continuité de son engagement. C'est un ancien percussionniste, c'est quelqu'un de geek aussi, un peu sur les bords, mais que j'ai toujours vu s'engager, toujours aider les personnes qui pouvaient se trouver en difficulté. Donc j'ai été élevé à la fois dans cet environnement religieux strict où je ne m'amusais pas comme les autres, je n'avais pas les mêmes loisirs, je ne pouvais pas forcément regarder la télé, je n'avais pas eu d'anniversaire, etc. Et en même temps, ça m'a permis de développer pour pouvoir m'amuser à ma façon, pour pouvoir profiter un peu de loisirs, un côté détournement en fait des systèmes qui étaient là pour m'empêcher de faire un peu ce que je voulais, ce que j'avais envie. Et avec mes petites sœurs, ce que je faisais, c'était détourner un peu toutes ces petites interdictions. J'achetais des fusibles pour pouvoir les remplacer au tableau électrique, pour pouvoir regarder la télé, mais ça se voyait toujours. Donc j'essayais encore avec d'autres télécommandes pour voir comment on pouvait quand même regarder la télé, refroidir ce poste télévisuel avant que mes parents arrivent. Mes camarades de classe n'ont pas toujours compris ce que je faisais, ce vers quoi je votais. J'ai eu très tôt, à 8 ans, après une grosse bosse sur le front et 4 points de suture, une révélation que je serais un scientifique. Et à 8 ans, je savais que je serais un scientifique. Et j'ai toujours voulu mettre en avant le fait que c'était une manière professionnelle, humaine, mais d'aider, d'avancer, de lutter contre des ouragans qui frappaient mon île régulièrement. Moi, ce que j'ai voulu enfant et ce que j'ai ressenti au moment de ces privations-là, au final, cette frustration que l'on ressent enfant, de ne pas être comme les autres enfants, de ne pas pouvoir jouer comme les autres enfants, mais ça m'a donné une deuxième peau où, en fait, l'informatique, au moment où j'ai eu mon premier ordinateur à 13 ans, ce nouvel outil dont on ne pouvait pas me priver, qui était un outil professionnel à l'époque, qui, a priori, ne servait pas à jouer, cet outil informatique est devenu mon exutoire. Et je me suis fortement engagé, en fait, dans l'utilisation de cet ordinateur, la manière de le contourner, de hacker, de trouver des corrigés pour certains devoirs, accéder à Internet, ce nouveau réseau qui s'ouvrait à moi. C'était tout cet univers-là, en fait, qui devenait d'un seul coup ma nouvelle porte vers l'extérieur et à la fois un exutoire, mais aussi un formidable horizon professionnel qui s'ouvrait à moi. Le hacking, pour moi, c'est un peu aussi penser à côté. On est un peu un système immunitaire quand on est hacker, un système immunitaire de la cité, de la nation. On est là pour comprendre comment les choses fonctionnent, aider à les rendre plus sûres, à les rendre plus efficaces. Et ma hiérarchie n'a pas toujours compris ça.
Et ça a été compliqué pour moi, séisme en Haïti et puis toutes les crises qui ont suivi, d'expliquer que ce qu'on faisait au quotidien dans ce ministère pouvait avoir aussi socialement un impact à l'étranger. Et mon corps m'a rappelé, à mon bon souvenir, que parfois il ne fallait pas aller contre sa nature. J'ai eu une tachycardie sinusale en 2011, d'ennui, de bore-out comme on dit en anglais, mais d'ennui de ne pas pouvoir exploiter pleinement toutes mes capacités. Ça se manifestait comment ? J'ai un cœur qui bat trop vite, trop lentement, de manière saccadée. Et du coup, le traitement médical que l'on me prodigue a des effets sur mon sommeil. Et on m'interdit à ce moment-là, au niveau médical, de conduire des véhicules le matin, compte tenu de mon traitement médical, qui me calmait en fait le cœur, mais me calmait un peu trop, malheureusement. Et ça amplifie le sentiment d'inutilité, de manque de sens. Donc on est à la fois inutile professionnellement, on se sent inutile, pas capable d'aller jusqu'au bout de ce que l'on veut, de ce qui nous tient à cœur. Et en même temps, ces médicaments nous mettent une espèce de boulet au pied, en fait, nous retiennent au sol alors qu'on veut s'envoler. Cette maladie, cette tachycardie sinusale, problème cardiaque, me fait réfléchir aussi. Je suis papa depuis plus de 3 ans. Et je me rends compte en regardant mes enfants que je peux pas mourir comme ça. Je peux pas quitter ce monde, laisser mes enfants parce que je m'ennuie au boulot, parce que je me sens pas bien. Et comment continuer de faire rêver ces enfants qui grandissent et qui me voient, ils sont jeunes, mais qui me voient partir au travail à reculons. Cette maladie, ça a été un premier signal qu'il fallait que je change de voie, que j'aille où on a besoin de moi. Tout au long de mes missions, tout au long de mes travaux, tout au long de mes postes, de travailler sur ces questions de sens. Bonheur au travail, mais qui pour moi est directement lié au sens que l'on a. Et quand on arrive à la crise migratoire en Méditerranée, des amis viennent me chercher pour équiper un bateau, mettre de l'internet sur un bateau de sauvetage sur lequel on allait porter assistance à des personnes qui se noient en mer. Et là, j'ai mon deuxième impact où je me dis, ces gens qui se noient, ces gens-là me ressemblent. Ils ressemblent à ma mère, ils ressemblent à mon père, ils ressemblent à mes enfants, et on se projette à ce moment-là. Je me dis, qu'est-ce que l'on aurait retenu des 400 ans d'esclavage qui ont touché mon île, si on n'était pas capable, nous, humains, aujourd'hui, avec nos compétences, d'aider ces personnes à différents niveaux, à différentes étapes, de diverses manières. Là, ces personnes se noient. Et le meilleur moyen aujourd'hui d'aider des personnes qui se noient, c'est d'envoyer un bateau, des gilets de sauvetage, des canots de sauvetage, et de les récupérer, de les sortir un peu de cet enfer à la fois libyen et de l'esclavage dans lequel ils sont, mais aussi d'aider ces enfants, en fait, qui ressemblent aux miens. J'en ai pleuré, moi, de voir des personnes qui me ressemblent. Le fait de se projeter comme ça, à la fois donne du sens à ce que je fais, ce à quoi je m'engage, et en même temps, mes enfants réalisent à ce moment-là, ils sont beaucoup plus âgés, que papa, ses copains, leur travail, c'est d'aider les gens, de lever des fonds, de réunir 3 francs 6 sous pour acheter des idées de sauvetage. C'est réunir 3 francs 6 sous pour faire partir des canots de sauvetage, payer de l'essence, partir en Sicile, réparer des antennes, réparer des radios, et permettre à ces personnes qui bossent sur l'Aquarius, ces équipes, ces sages-femmes, ces obstétriciennes, de pouvoir réaliser leur boulot, leur mission du mieux qu'elles peuvent. C'est vraiment un exutoire pour moi parce que j'avais pour une fois l'occasion de pouvoir mettre, même si on ne s'attache pas forcément dans ces missions-là aux chiffres, mais on pouvait dire, voilà, on a sauvé 300 personnes, on a sauvé 500 personnes, on a sauvé 800 personnes. Et aujourd'hui, plus de 29 000 personnes ont été sorties de cet enfer méditerranéen. C'est à la fois une fierté, parce que on a réussi à sortir ces personnes de l'eau, et en même temps une responsabilité.
On a un pavillon à trouver pour l'Aquarius aujourd'hui. Des humanitaires se démènent. Et c'est quelque chose que je transmets en tant que papa à mes enfants, qui puissent s'engager ardemment dans leur métier, dans leur boulot, dans leur quotidien. Ils auront à faire des choix, à s'engager aussi, de diverses manières. C'est ce que je veux aussi leur transmettre et pouvoir m'en aller et dire voilà, j'ai au moins transmis ça à mes enfants, le sens de l'engagement, du hack, et que l'on puisse mettre ses tripes en fait dans son boulot, dans ses actions humanitaires, ses actions associatives. Et tes parents, ils pensent quoi de ton engagement ? Mes parents sont fortement engagés dans leur religion. Donc en fait, pour eux, la solution, c'est pas l'homme, c'est Dieu. Donc en fait, parfois, on me reproche de me prendre pour Dieu, mais dans ce cas-là, les médecins aussi, les chirurgiens, les dentistes, toutes ces personnes qui œuvrent au quotidien pour que les hommes, les femmes se portent mieux et la vie sauve, guérissent d'un cancer, eux aussi, techniquement, pourraient se prendre pour Dieu. Et c'est un peu ce que je leur réponds souvent. C'est pas comme ça qu'ils m'ont élevé. Ils m'ont élevé avec des valeurs d'amour du prochain. J'ai toujours vu mes parents tendre la main aux autres. Et aujourd'hui, mes compétences techniques, je suis hacker. Est-ce que cette capacité d'aider, de trouver des solutions, elle ne se manifeste pas aussi par des missions humanitaires, du sauvetage, de la prévention de catastrophes naturelles? On en a eu récemment. Est-ce que mon métier aujourd'hui, c'est pas d'aider des personnes à être prêtes à faire face à la mort? La faucheuse viendra tous nous chercher. On dit souvent que Dieu jugera tout le monde à la fin, au jugement dernier. Je n'ai pas aujourd'hui de conviction ou je n'appartiens pas à un groupe religieux en particulier. Mais je me dis que demain, si une entité quelconque, on l'appelle comme on veut, me rappelle à elle et qu'elle me demande alors, qu'est-ce que tu as fait pour ton prochain sur ces 38, 39, 40, 50 années que je t'ai données, je veux pouvoir lui dire à cette entité, l'Aquarius, les exercices de tsunami, la cartographie collaborative, tous ces projets-là sur ces années qui me restent, c'est une manière pour moi d'aider mon prochain, de donner un sens à ma vie, d'aider mes enfants aussi à trouver une voie, à trouver une vocation, et à certains de trouver la paix. Merci d'avoir suivi ce 10e épisode de Social Calling. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Lubna, qui nous racontera comment elle s'est fait mal au nom de la réussite, en nous embarquant dans son enfance de gymnaste, là où elle a appris dans la douleur à intégrer l'élite. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, SoundCloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles. À très vite.